BFM Business présente la grande interview, Edwige Chevrillon. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. 2 interviews ce soir. Je recevrai Catherine Berjal, qui est la cofondatrice du fonds Siam. Vous savez, c'est elle qui s'était érigée contre la scission de Vivendi. En fait, elle a gagné quand même une manche, malgré le fait que la scission soit déjà faite, parce que la Cour d'appel a retoqué la décision qu'avait prise l'AMF d'autoriser Vincent Bolloré à faire cette scission. Mais là, évidemment, on ne va pas revenir en arrière. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va tout nous expliquer d'ici une dizaine de minutes. Mais avant, il est de passage à Paris. C'est Erwan Kerodi, qu'on connaît bien, fondateur de Cybelle Angel. Bonsoir, Erwan. Bonsoir, Edwige. Merci d'être là. Serial entrepreneur. Cybelle Angel, on va dire que c'est un des plus gros éditeurs français de logiciels dans la cybersécurité. Vous travaillez beaucoup aux États-Unis, mais aussi en France. Vous avez créé aussi d'autres entreprises. Ce qui m'intéressait, en fait, de voir avec vous, là, c'est quoi un peu le climat actuellement à New York, à Washington, aux États-Unis? Vous y êtes depuis combien de temps maintenant? 7 ans et demi, bientôt 8 ans, ouais. Voilà, presque 8 ans. Ça marche très bien pour Cybelle Angel. C'est quoi, là, en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? Vous regardez passer les trains, les scuds, vous êtes complètement... Vous regardez Wall Street qui s'effondre, le dollar qui s'effondre. Vous êtes comment, là-bas? Alors, déjà, il faut avoir en tête qu'il y a la vision française, particulièrement, est assez teintée contre Trump. Il n'y a à peu près aucun article qui est pro-Trump. Il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus modéré. Il a été élu par la moitié des Américains, un petit peu plus de la moitié des Américains. Mais c'est pour ça que vous êtes là, du reste, Erwan. Oui. Donc moi, je n'ai pas d'avis sur la personne ni l'homme politique. Ce que je constate, c'est qu'aux États-Unis, les choses sont les avis sont beaucoup plus équilibrés parmi les personnes avec qui on discute dans les médias. Avant l'élection. Post-élection, vous avez différentes ambiances. Le Midwest restera toujours au Midwest. Les rednecks resteront toujours les rednecks. Sont une base importante pour Trump. En revanche, vous avez Washington qui est en dépression nerveuse. Ouais. La moitié des gens qui travaillent à Washington travaillent grâce avec l'argent de l'État américain, le FMI, USAID. La moitié sont au chômage. Il y a une explosion du nombre de chômeurs à Washington parce qu'ils ont perdu leur job, parce que Trump arrête de financer ces gens-là. Et ensuite, il y a tout l'aspect business. Donc moi, je suis à New York, où là, les gens se demandent, mais littéralement, que se passe-t-il? Et c'est un peu un état de sidération. Voilà. Alors, en revanche, les économistes et les financiers de Wall Street sont là pour aussi prévoir l'avenir. C'est leur job. Et comme l'avenir est extrêmement incertain, très difficile à lire... Ah bah oui, ça change tous les jours. Les taux monte, le marché baisse, ce qui, par effet de boucle, a un effet sur nos fameux rednecks américains, où la moitié des Américains qui ont voté pour Trump, 63% des Américains ont leur retraite dans le marché action. Ils ont vu s'effondrer le truc de 15-20%. Ils se demandent où est-ce que ça va aller. Et là se posent des grosses questions. Donc, on est entre une partie un peu intellectuelle, les financiers, qui essayent de comprendre le monde. Et c'est pas facile. Où va Trump? Est-ce que c'est un impulsif irrationnel ou est-ce qu'il a un master plan? On a les dépressifs de Washington qui essayent de savoir, est-ce que je vais avoir un job la semaine prochaine? Mais ils sont vraiment comme ça, à se demander, est-ce que mon job va être maintenu la semaine prochaine? Et ensuite, on a toute la base. Est-ce qu'elle va rester aussi solide pour Trump ou pas dans les mois qui viennent? Oui, il y a un truc intéressant. Vous avez rencontré justement Larry Fink, qui est le patron de BlackRock, qui est le plus gros gestionnaire au monde. Parce qu'on voit que ce qui a fait plier, parce que ce soir on peut quand même parler du fait que Trump il a plié sur les droits de douane. On va rentrer dans le détail ensuite, Erwan Kerodi. Mais ce sont les grands financiers qui ont quand même tiré la sonnette d'alarme en disant attention. D'abord, Jeremy Dimon a dit regardez. Il y a 60% des Américains qui ont des actions. Et puis 2, il a failli avoir un krach obligataire. Donc, si vous voulez, là, tous, ils sont un peu stupéfaits. Et c'est eux qui font bouger les lignes, non? Qu'est-ce qu'il vous a dit, Larry Fink? Alors, Larry Fink a eu deux citations, deux quotes qui étaient vraiment notables. La première, c'est à la question... quel est le vrai risque de récession? Je l'ai vu il y a 2 semaines. À l'époque, donc on était à 15%, 20%. À l'époque, on devait être à 25%. Alors aujourd'hui, c'est 40% de probabilité de récession. Ça a continué à augmenter. Je crois que Goldman, c'est le dernier des chiffres de Goldman, 40%. Quand on pose la question à Larry Fink, qu'est-ce qu'il répond? Les États-Unis sont déjà en récession. Oui, alors que c'est pas ce que dit le FMI.
Alors, vous me direz, vous l'avez rencontré, vous, avant, mais le FMI dira pas, malgré tout ce qui se passe, il y aura forcément, ça va pénaliser la croissance mondiale, mais il n'y aura pas de récession, ni même aux États-Unis. Les décideurs, aujourd'hui, les décideurs dans les entreprises, ceux qui prennent des ordres, ceux qui font les stratégies cybersécurité et AI, aujourd'hui, sont attentistes. Ils ont tous dit, on ne sait pas où ça va aller. Déjà, les conditions de refinancement pour leur propre entreprise, la valeur de leur action, s'ils doivent réémettre de l'action ou pas, comment ils vont pouvoir se refinancer, mais aussi les ordres qu'ils vont pouvoir avoir, leur carnet d'ordre. Donc pour l'instant, il y a un vrai attentisme, c'est ça je pense que Larry Fink voulait dire. C'est quand il dit la récession est déjà là, c'est quand lui il discute avec tous les CEO du Nasdaq ou du Dow Jones, il dit les gens sont tétanisés de peur en se demandant qu'est-ce qui va se passer dans 2 mois ou dans 3 mois. Donc pour l'instant, j'attends. Si ces grands décideurs attendent, l'économie s'effondre. Voilà. Ouais. Sans compter que lui dit également que ça va être extrêmement inflationniste. Donc il me dit il n'y a même pas de question. Il n'y a même pas de débat. Est-ce que les tarifs, les droits sont inflationnistes ou pas? Oui, c'est inflationniste. Quel impact ça va avoir sur le marché action? Lui, il dit, donc c'était encore une fois il y a 10 jours, 2 semaines, ça peut descendre encore de 20%, alors qu'on a déjà perdu 15%. Voilà. Donc, selon lui, il y a une marge de manœuvre. Et attention, c'est pas n'importe qui, Larry Fink, c'est l'un des. Bah oui, non, qu'on puisse dire, oui. Non, mais au-delà de son job auquel il va bientôt quitter d'ailleurs, le patron le CEO de BlackRock, est en train de préparer sa succession. Mais c'est l'un des premiers advisors de Trump aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est la personne qui, quand Trump a dit il y a un problème géopolitique dans le monde, le Groenland, la Corne du Yémen et le Panama, c'est des endroits stratégiques. Pardon ? Et le Canada. Et le Canada. Ouais. C'est des endroits stratégiques pour les États-Unis et pour le commerce et pour l'armée américaine. Le Groenland, c'est des terres rares, c'est aussi, on peut envoyer des missiles de n'importe où dans le monde du Groenland. Et ben c'est Larry Fink qui a dit, OK, donc sur le Panama, je peux t'aider. Et en fait, Larry Fink a acheté, a investi dans deux ports panaméens sur les 6 ou 9 qui est là-bas, pour reprendre un peu du pouvoir par rapport aux Chinois. C'est pas encore bouclé, hein, je crois. C'est un peu plus compliqué que prévu. Mais bon, Et je pense que ça va pas être simple. Oui, je pense que c'est pas encore fait. En tout cas, il a montré sa bonne volonté de vouloir aider Trump. Donc c'est quelqu'un qui est très proche de Trump. Hein. Voilà. Et pourtant, il ose dire ça. Jamie Dimon a osé aussi dire que ça allait pas très bien. Il y a un point, parce que vous êtes donc dans l'éditeur de logiciels, cybersécurité et dans l'IA. On voit que dans tous les calculs, enfin toute la démonstration que Donald Trump nous a fait avec son tableau noir, là, il a oublié quelque chose. Il dit oui, on est très déficitaire, les États, il y a des salopards. Enfin, je vais pas reprendre toutes ces expressions parce que c'est quand même trop le flatter, prendre. Mais il y a quand même un point, il oublie à chaque fois, il parle de l'industrie, mais il oublie les services. Il oublie qu'en fait, les États-Unis sont devenus une grande puissance, pour dire la grande puissance technologique. Si on prend les GAFAM, si on prend l'intelligence artificielle, c'est vraiment devenu le fer de lance de l'économie américaine. Et comment vous travaillez un peu, vous travaillez pas un peu, vous travaillez complètement là-dedans. Et justement, comment c'est perçu là-bas? Le fait qu'il a nié quelque part l'importance des technologies dans l'économie, dans la richesse américaine. Quand on analyse la balance commerciale des États-Unis, elles sont fortement importatrices de produits, de matières premières, de produits bruts, de produits à transformer qui vont eux-mêmes d'automobiles, etc. Mais en revanche, ils sont très exportateurs de services. Oui. Ils vont pas se tirer une balle dans le pied. Donc pour l'instant, comme c'est un des plus gros exportateurs dans le monde de services qu'ils vendent à toute la planète, pour l'instant, il a mis ça de côté. Je pense pas que ça changera, mais c'est un vrai sujet et c'est là où on voit bien que c'est je sais pas comment on pourrait dire, mais en tout cas, il a fait son calcul qui est légèrement naïf, mais en faisant bien attention à ne pas non plus complètement se tirer une balle dans le pied, en sachant que déjà, ces calculs-là va faire qu'il met à genoux des pans entiers de l'économie américaine. Oui, c'est clair. Oui, mais alors justement, quelle est un peu l'ambiance dans ces milieux de la tech? Est-ce que les gens sont en train de se dire, est-ce que les grands acteurs que vous côtoyez sont en train de se dire, je sais pas, il est en train de nous tuer parce que du coup, on voit bien, on va tous se protéger. Alors jusqu'ici, et sans la Chine, ils peuvent pas faire grand-chose. Hein. Les Apple & Co, ils peuvent pas faire grand-chose. Ouais. Alors déjà, c'est quand même les patrons de la tech et notamment Apple
Apple qui ont fait revenir Donald Trump sur ses décisions de taxer la Chine sur certains produits. Donc ils ont voulu carve out, donc contourner les tarifs sur les produits Apple pour pas que Apple soit à genoux. À ce jour, en fait, la tech joue un rôle un peu de balancier sur les velléités de Donald Trump. En revanche, la grande surprise, c'est que Musk, qui lui est un des pontes de la tech américaine, n'est pas arrivé à contrebalancer ça. C'est-à-dire que ce qui est en train de se passer est dévastateur pour Musk avec Tesla, il s'en va. avec Starlink, avec tout plein de sujets comme ça. Donc, oui, mais justement, la personne justement, Erwan Caroudi, par exemple, qu'est-ce qu'on dit de Donald Musk, lapsus révélateur, de Elon Musk? Qu'est-ce qu'on dit? On dit que c'est quoi? C'est un fou furieux? Qu'est-ce qu'on dit de lui à New York? Qu'il a... Allez-y. Non, mais qu'il est peut-être allé... il a peut-être commencé à lâcher un peu la rampe, quoi, à perdre un peu pied avec la réalité sur certaines. Il a pris un peu trop de kétamine, c'est ça, vous dites? Il y a plein de petites vidéos qui traînent, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Oui. Mais en attendant, la grande déception. Enfin, dans les premiers moments, les pro-Trump, et j'en parle avec eux régulièrement, ils étaient super contents de ce qu'a fait Musk sur le Doge. Couper les dépenses de l'État en disant. Les États-Unis sont en train de faire ce que toute l'Europe va devoir faire très bientôt parce qu'il y a le taux d'endettement. Mais il arrête, c'était 2000 milliards qui étaient promis dans la campagne présidentielle de Trump, et puis là on a fait que 150 millions et il s'en va. Hein. Et encore, il y en a certains qui vont revenir parce qu'il y a des procès. Il y a des, donc, donc, en tout cas, il a eu la tronçonneuse, c'était un sécateur et encore. Il a eu, en tout cas, Musk et Trump ont eu pour l'instant, ont été les premiers à avoir eu le courage de faire tirer ce trait en disant telle partie de nos services d'État, gouvernementaux, ne sont pas complètement utiles, donc on va les enlever pour redonner des impôts, diminuer les impôts des Américains. Ça, c'est un sentiment ce que vous exprimez, c'est un sentiment qui court chez les chefs d'entreprise. Honnêtement, aux États-Unis, oui. Enfin, c'est. Non, mais c'est pour ça que vous êtes là, c'est pour nous donner un son de cloche un peu différent. Ça semble être une décision rationnel par rapport au niveau de dépenses de l'État américain. Et attention, le niveau de dépenses des États américains est en proportion un tiers ou un quart de l'intensité des dépenses qu'on peut avoir en Europe. Ouais. Donc on se doute bien qu'en Europe, ça risque d'arriver à un moment. Dernière question, Erwan Caroudi. Donc, le fait d'être français, je vous ai déjà posé cette question avant, mais on n'était pas du tout dans ce climat, dans ce bras de fer, dans ces tensions commerciales absolument dingues. Le fait d'être français, est-ce que vous arrivez toujours à travailler, notamment avec Washington, dans la cybersécurité, dans l'IA? Est-ce que vous arrivez, on vous dit attention, lui c'est un Frenchie, on ne travaille pas avec lui? Alors, déjà, historiquement, tant que vous n'avez pas d'entité purement américano-américaine aux États-Unis, vous ne faites pas énormément de chiffre d'affaires avec l'État américain. Ouais. Donc, il faut passer ils ont une espèce de protectionnisme qui s'appelle RAMP, où vous avez des réglementations, des certificats à obtenir qui sont horribles, qui coûtent très cher, qui sont très longs. Et en fait, ils décident qui vont bosser ou pas. Donc ça, de toute façon, ça n'a pas changé avant. Ils s'en foutent si on est français. Oui. Et pour être très honnête, eux, ce qu'ils veulent, c'est quand on enlève la partie de l'État américain, les Américains, eux, ce qu'ils veulent, que ce soit les entreprises ou les collectivités, c'est quel service vous allez leur apporter. Ils sont très transactionnels. Ils ne sont pas relationship driven, ils ne sont pas basés sur la relation comme en Europe ou en France. Ok, mais là, pour l'instant, ça vous bloque pas? Non. Non. Le seul truc qui bloque, c'est que quand on travaille avec des entreprises, par exemple, qui sont... j'ai des cas très précis en tête. On travaille avec des très grandes entreprises américaines, mais aussi européennes d'ailleurs, qui travaillent dans le fret. Oui. Mais du jour au lendemain, il y a un mois, 3 semaines, ils ont dit stop, on lève les bras, on arrête tout, parce qu'on ne sait pas, même sur la cybersécurité qui est critique, l'IA qui est critique, et on sait que les menaces cyber vont continuer à augmenter dans les semaines et mois qui viennent, ces choses-là... Même s'il va y avoir toujours des besoins, je ne sais plus ce que je voulais dire. Non, mais donc il y a toujours des besoins, mais pour l'instant c'est stop. C'est sur le mode pause, quoi. C'est ça que vous voulez dire. Voilà, il y a des besoins, c'est ça exactement. C'est qu'il y a des besoins qui sont importants, mais pour l'instant, on met en pause sur des entreprises très particulières qui sont particulièrement impactées par les tarifs, parce que le CEO ne sait pas ce que sera l'avenir de sa société dans 3 semaines. Tout dépend d'un tweet.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, ces tweets, on peut peut-être les supprimer, peut-être que ça serait plus calme. Merci beaucoup, Erwan Karodi. C'est intéressant d'avoir cette vision justement française, mais américaine, quoi. Merci d'avoir été avec nous. Sybelle Angel, donc ce serial entrepreneur. À très vite. Merci beaucoup, Erwan.